Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui suite à la présentation d'hier. Donc, rapidement, Aurélien Tocqueville, de Vitavi, Institut technique des filières avicoles, cunicoles et piscicoles. Et donc, je m'occupe bien du service aquaculture et on est présent pendant ce webinaire avec plusieurs collègues du service, dont Pierre Foucard, Lucille Cotte et Victor Dumas. On travaille notamment sur les systèmes d'élevage, dont les circuits recirculés. Et j'ai eu l'occasion de le présenter hier. On a mené une étude suite à une demande de France Agrimaire en 2019 avec le cabinet Via Aqua. Et donc, je vais m'appuyer sur cette étude-là pour vous présenter quelques éléments sur des questions économiques, de développement et d'acceptabilité des systèmes piscicoles en circuit recirculé dans un contexte plus français. Je reviendrai sur quelques éléments, effectivement, de coût par rapport à ces systèmes-là. Alors, juste par rapport à cette étude, qui est encore une fois disponible, on a diffusé le lien hier, mais on pourra le rediffuser aujourd'hui pour pouvoir accéder à l'intégralité de l'étude. Il y avait plusieurs parties, dont une partie sur la technologie, qui a été largement présentée hier et aujourd'hui par pas mal d'intervenants. Il y avait une question sur les espèces, j'y reviendrai après, l'aspect réglementaire que j'ai évoqué hier. Et là, je vais plus développer aujourd'hui la question de l'image, de la perception de ce système-là, et du potentiel de valorisation des circuits recirculés pour en tirer quelques questionnements sur les axes de communication et des questions qui restent posées et ouvertes par rapport notamment à l'acceptabilité de ces systèmes. Alors, on a essayé de dresser un peu le développement en France, ou en tous les cas, l'arrivée de ces systèmes-là. Alors, ce n'est pas exhaustif, bien entendu. On a dressé une première cartographie, mais on l'a déjà évoqué, plusieurs intervenants l'ont déjà évoqué, c'est que ce n'est pas non plus des systèmes complètement nouveaux, vu que ça existait déjà, notamment sur la partie écloserie marine. On a dressé un premier inventaire. Il y a pas mal de projets en cours qui font appel à la technologie système recirculé, notamment des projets d'aquaponie ou des projets sur de nouvelles espèces type perche et centre qui ne figurent pas forcément sur cette cartographie. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on retrouve à la fois ces systèmes-là, bien entendu, dans des systèmes de production, que ce soit en écloserie ou en grossissement, mais aussi au sein de vos unités d'enseignement, notamment, et ce qui permet effectivement à vos étudiants d'appréhender ces systèmes circuits recirculés, et puis aussi dans des cadres sites R&D, notamment ce qu'a présenté Mathieu, en l'occurrence à la PEMA, mais il y a d'autres systèmes recirculés dans d'autres unités, notamment INRAE. Donc ça, c'est une première approche, encore une fois, qui n'est pas exhaustive et qui permet de voir que oui, ça se développe, oui, il y a des projets, oui, il y a des infrastructures qui existent pour appréhender et mieux documenter cette technologie, notamment en France. Une des questions donc posées dans le cadre de cette étude avec France Agrimaire, c'était l'aspect est-ce que c'est économiquement viable, socialement acceptable et valorisable sur le marché français? Vaste question. Bien entendu, je n'apporterai pas, encore une fois, un peu comme hier, des réponses toutes faites à tout ça, puisque je vais plutôt aussi reposer des questions, sachant qu'il y a une approche sur les espèces et le potentiel des espèces. Il y a des questions aussi auprès de la filière et de l'interrogation ou des interrogations des acteurs de la filière vis-à-vis de ces systèmes et de la valorisation des espèces produites dans ces systèmes. Il y a la question de l'image auprès du consommateur et bien entendu, comment est-ce qu'on informe, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on présente ces systèmes qui, certes, existent depuis un certain temps, mais sont encore innovants et méconnus, comme on verra après, notamment auprès du grand public. Alors, on a tenté une approche en fait de réflexion par rapport au choix des espèces pour les systèmes races en France. Sans se censurer, on a envisagé une vaste liste d'espèces pour essayer de faire des catégories et mettre des critères de choix sur à la fois des éléments de réglementation, bien sûr. On l'a vu hier, il y a des questionnements par rapport à des espèces qu'on pourrait ou pas utiliser dans les systèmes races. Là, on avait une note éliminatoire, bien sûr, parce que la réglementation ne permet pas d'introduire toutes les espèces à faire évoluer, des questions sur les caractéristiques biologiques même des espèces, et puis après, des aspects maîtrise zootechnique, maîtrise sanitaire, la demande du marché, les aspects transformation, les aspects distribution, tout ça pour en fait dresser une grille qui permet de noter le potentiel de ces espèces-là sur ces systèmes recirculés. Tout ça a été fait à dire d'experts. Dans le cadre d'un autre travail qu'on a mené avec notamment le SUDAP, je pense que Pascal Trinsnet n'est pas là aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, mais il était là hier. Donc, on a travaillé là-dessus pour objectiver un peu et scorer le potentiel des espèces dans des circuits recirculés. C'est un travail qui reste à poursuivre, ça a été fait à dire d'experts et sur la base de données bibliographiques, mais tout ça semble assez cohérent quand on voit ce qu'il en sortait. On sortait effectivement 3 espèces, truite arc-en-ciel, saumon atlantique et sambre, sur les critères de notation, avec la pondération des différents critères.
Donc ça, c'était pour dresser un peu l'inventaire, le panorama des potentialités et des espèces potentielles sur les systèmes recirculés, notamment dans un contexte français. Encore une fois, on n'y retrouve pas certaines espèces qui ont été évoquées, tout simplement parce qu'on avait un critère réglementaire qui était éliminatoire vis-à-vis de certaines espèces. Donc ça, c'est un travail qui a été mené, qui est encore une fois à poursuivre, qui pourrait être intéressant d'actualiser progressivement, tout comme la carte que je présentais précédemment. Ce serait intéressant d'avoir ces outils-là un peu en dynamique pour voir comment ça évolue au fur et à mesure. Sur la question perception des acteurs de la filière, il y a eu une enquête qu'on a menée en ligne auprès des structures professionnelles et des professionnels. Donc, ça a été largement diffusé. C'était basé sur plusieurs thématiques, sur la perception, sur l'opinion en fait qu'ont les acteurs de la filière de la perception des consommateurs de ces systèmes-là, sur les enjeux selon eux, et puis sur quels seraient les facteurs clés par rapport au développement, à la mise en place de ces systèmes dans un contexte filière française. Un questionnaire en ligne qui a été ouvert, laissé à disposition pendant un certain temps. On a reçu à peu près une centaine de réponses, majoritairement issues de pisciculteurs, donc de producteurs, mais également d'autres structures, que ce soit des structures d'enseignement, des acteurs d'enseignement, des acteurs de bureaux d'études. On a eu aussi quelques réponses côté administration. Donc, un panel de répondants sur une centaine de réponses, avec majoritairement des pisciculteurs. Qu'est-ce qui ressort de ça? Sur cette perception, sur les principales conclusions qui sont détaillées dans le rapport, la perception, elle est globalement positive par ces acteurs de la filière, des systèmes RAS. Pour autant, ça pose des questions et clairement, les enjeux qui sont mis en avant, c'est bien entendu cette maîtrise de l'impact environnemental des productions et gérer ce besoin en eau dans un contexte qui évolue effectivement sur des périodes problématiques en termes notamment de débit disponible. Il y a une vigilance en fait qui est mise en avant par rapport aux coûts d'investissement et aux coûts de fonctionnement, avec cette question toujours de l'énergie qui revenait régulièrement dans les réponses apportées, et donc nécessairement sur la rentabilité des systèmes. Ça a été un peu soulevé tout à l'heure par Didier Leclerc notamment, sur les aspects rentabilité, et il faut avancer sur ces questions-là. Et clairement, par rapport à tout ça, c'est la difficulté pour les sites existants de pouvoir accéder et développer potentiellement cette technologie-là sur les sites. Il y a une vigilance importante, par contre, sur la perception. Et là, encore une fois, ce sont des réponses des acteurs de la filière qui estimaient que la perception pouvait potentiellement être négative par le consommateur en termes d'image de ce système-là, avec des caractérisations comme intensif, industriel, hors sol, qui effectivement sortent régulièrement, notamment dans d'autres filières, par rapport à la perception des consommateurs. Donc, une vigilance des acteurs de la filière par rapport à ça. Par rapport aussi à la question du bien-être animal et de la qualité des produits. Je pense que ça a été un peu évoqué, mais j'y reviendrai parce que ça a été évoqué régulièrement sur les aspects défauts de goût qui pourraient apparaître dans les systèmes type circuit recirculé. Donc, en parallèle de tout ça, par rapport à des questions de développement et d'opportunité, il y a la nécessité, selon les acteurs de la filière, de faire évoluer le cadre administratif. On l'a vu un peu hier, le cadre réglementaire n'a pas été pensé par rapport au circuit recirculé, mais bien entendu par rapport au système préexistant, circuit ouvert, et encore le cadre réglementaire est en lui-même pas pensé par rapport à la pisciculture. Donc, pourquoi pas envisager un cadre spécifique de ces systèmes-là? Les aspects formation des professionnels, vous l'avez vu, il y a des questionnements de plus en plus techniques, de plus en plus aboutis sur le fonctionnement des systèmes. Donc, il y a des questions de formation des professionnels, d'appropriation de la technologie et à ces nouveaux systèmes. Et puis, la question qui revient aussi de manière récurrente quand même, sur les aspects consommation énergétique. Sur l'approche marché maintenant, parce que ça, c'était le questionnement auprès des acteurs de la filière. Sur la question marché, il y a eu des questions d'acceptabilité posées à différents niveaux, à la fois sur des grands témoins, donc une approche très, très qualitative. Il y a eu un blog consommateur aussi qui a été mené par le bureau d'études Via Aqua, et puis une étude plus quantitative auprès d'une enquête consommateur en ligne sur un panel de 1200 répondants. Donc, je vais mettre un focus sur les grands témoins pour voir un petit peu différents maillons de la filière et de la chaîne qui ont répondu, quelle est leur perception un peu de cette question circuler. Et puis après, je vous ferai le bilan sur les tests qualitatifs et quantitatifs. Alors, dans les grands témoins, en fait, il y a eu des questionnements posés en direct, avec des contacts téléphoniques auprès de producteurs et de scientifiques par rapport à cette perception circuler. Il y a des points positifs qui sortent avec cette forte dynamique autour de la question des circuits recirculés.
qui peut confirmer le bien fondé ou tout du moins l'intérêt fort pour cette technologie. On le voit bien, le webinaire en est un peu l'illustration aujourd'hui. Il y a effectivement une dynamique, il y a des questionnements, il y a des espèces qui ressortent, comme la perche, par exemple, où il y a une demande qui est supérieure à l'offre, donc il n'y a pas forcément d'effet marketing nécessaire sur cette espèce-là, notamment circulé. Les points positifs sur la pédagogie, voilà, qui doit être dès la partie conception des systèmes, présentation des systèmes, pour présenter, informer sur ces systèmes-là. Il semblerait que les témoins disent que ça fonctionne, que ça peut fonctionner si on présente très en amont ces systèmes-là. Il y a des questionnements, bien entendu, sur la maturité de la technologie, donc des points de vigilance. Il est pour certains trop tôt encore pour élaborer une communication adaptée à ces systèmes-là. Il y a des questions qui sont non résolues. Et là, je reviens sur ce qui est mis en avant quand même régulièrement, cet aspect goût terreux, enfin love flavor qui peut apparaître sur ces systèmes-là. Mais clairement, un des points clés et qui reviendra par la suite, c'est que l'a priori est bon dès que le produit est bon. Ça paraît être la palissade, mais encore faut-il que s'en assurer. Et donc, il y a vraiment cet aspect qualité des produits issus des systèmes. Il y a forcément dans l'aspect communication, pédagogie, présentation, le lien au pouvoir public par rapport à des réticences qui pourraient apparaître, et puis l'acceptabilité par les collectivités. Et on verra après que ça ressort aussi, c'est très bien, on peut accepter ces systèmes, mais souvent, OK, mais pas chez moi, et on veut bien le voir ailleurs. Des points un peu plus négatifs par rapport à tout ça, c'est que certains estiment que la France est un peu en retard. Jean présentait des exemples qui se tiennent à l'étranger, peut-être, et ça semblait manquer de communication, mais 2 ans après, on voit qu'on tient quand même un webinaire sur le sujet. Donc voilà, il y a peut-être et puis il y a des outils, et puis il y a des travaux menés notamment à R&D, donc il y a peut-être un retard qui est en train de se combler, en tous les cas une dynamique nouvelle qui est lancée. Des points négatifs, c'est que la communication se fait aussi beaucoup au travers d'autres espèces, et certains craignent la communication notamment sur le saumon. Il reste des verrous réglementaires à faire évoluer, que ce soit sur les volumes, là c'était par rapport aux capacités de production des systèmes et donc aux dossiers à développer par rapport à ces systèmes-là. Et puis la communication, vous l'avez tous évoqué, il n'y a pas un système circulé, il y a des systèmes, il y a des solutions, il y a des voies de solutions adaptées à chacun, et il ne s'agit pas effectivement d'en faire un standard qui serait pour certains de toute façon assez inaccessible, notamment en raison des investissements. Là, on était encore sur des acteurs qui connaissent la filière, parce qu'on était sur un volet producteur et scientifique qui connaissent la filière. Sur des acteurs type grossiste marailleur, plutôt des points positifs. La technologie semble intelligente. Il n'y a pas de point choquant ou de point bloquant par rapport à un argumentaire. Encore une fois, l'argumentaire technique et le produit en face. L'argumentaire environnemental semble pertinent et intéressant pour ces metteurs en marché, même si ça apparaît secondairement, bien entendu, par rapport à toutes ces questions de prix, de qualité des produits. Apparaît aussi la dimension production locale au niveau de ces acteurs-là, puisque possibilité, pourquoi pas, d'implanter ces systèmes-là et de proposer un produit local grâce à cette technologie-là. Et c'est plutôt cet argument-là, d'ailleurs, qui sort par rapport à un consentement à payer légèrement supérieur. Ce n'est pas l'argument technologique en lui-même qui permettrait ce consentement à payer légèrement plus cher les produits. Il y a eu des questionnements aussi auprès de la grande distribution. Là, c'est plutôt neutre comme approche. Ça paraît intéressant, mais toujours très technologique, donc relativement difficile à expliquer ce concept de circuler. Comment les différencier des autres produits, avec la grosse question toujours qui revient, encore une fois, hein, c'est une approche qualitative et pas quantitative, tout ça, donc c'est des expressions de personnes interviewées. Comment se rapprocher du sauvage, puisque c'est toujours le référent et le standard en grande distribution. L'argument local qui ressort là, pour le coup, local, régional, avec tout ce qu'on peut mettre derrière ça, qui est recherché dans les magasins. Point étonnant, c'est que la disponibilité 12 mois sur 12 que peut proposer ce système-là, ce n'est pas forcément un atout recherché. On est face à un rayon marée qui est quand même vaste. Les acteurs de la poissonnerie, il en reste encore, bien sûr. Là, ils sont sur un positionnement haut de gamme de produits d'aquaculture. C'est clairement ce qu'ils recherchent, avec notamment l'aspect crevette. Et c'est des acteurs qui cherchent clairement à différencier les produits pêche et aquaculture sur l'étal. La technologie peut inquiéter, peut questionner tout du moins ces aspects, ces metteurs en marché poissonnerie. Toujours l'aspect qualité du produit qui est mis en avant, voilà, l'aspect local, l'aspect traçable et pourquoi pas labellisé bio. C'est une question qui revient régulièrement
auprès de ces metteurs en marché le fait de est-ce que c'est possible pour le bio, on l'a vu hier que non. Mais en tous les cas, l'aspect label ou l'aspect produit différencié, c'est quelque chose qui ressort. Et il y a eu des témoignages comme quoi l'association aquaculture-agriculture, notamment en citant l'aquaponie, qui du coup commence à être un petit peu connue. C'est peut-être une clé d'entrée d'ailleurs pour l'aspect pédagogie vis-à-vis des circuits recirculés. Bah, c'est sorti, ça paraît une voie intéressante pour certains. Bon, je passe sur l'aspect sauvage-élevage qui ressort au niveau poissonnerie. Bien entendu, on ne pourra pas remplacer le produit sauvage. Les grands témoins au niveau restauration commerciale, qui sont les restaurants traditionnels ou les enseignes de restauration, bah, sont globalement très ouverts à la partie innovation, même s'ils évoquent qu'ils ne mettent pas de poisson d'élevage à la carte. Voilà, ça c'est du déclaratif. Maintenant, dans les faits, il en est sans doute tout autrement. Les arguments, on y revient sur un bon produit, durable, bien nourri, etc. L'impact environnemental, là, ressort aussi, ça pourrait être plutôt positif sur la mise en avant par ces enseignes de restauration. Pour eux, la production locale a moins d'importance que pour les autres répondants. Le bilan de ces grands témoins, hein, qui est un petit panel, mais d'un ensemble de la chaîne, et notamment des metteurs en marché, la technologie est méconnue. Pour autant, elle ne fait pas peur en elle-même, elle pourrait éventuellement séduire en fonction des arguments qui sont mis en avant. Le clivage sauvage-élevage reste, et de toute façon, il prévaut indépendamment de la technologie proposée en face. Ça peut apporter des réponses aux questions sensibles, selon eux, comme l'aspect environnemental, l'aspect espèces sauvages en danger, la question du bien-être animal qui ressort, et clairement la qualité du produit qui est toujours mise en avant. L'aspect production locale, ça peut être un vrai plus, effectivement, pour certains, en disant bien que ça peut permettre éventuellement de mieux valoriser les produits. L'acceptabilité du prix est supérieure, possible, mais enfin, c'est pas impossible, mais ça reste un point de toute façon délicat et qui ressort pas par la suite. Pas de choix particulier d'espèces qui ont été cités parmi ces grands témoins. Il y a des questions sur éventuellement pourquoi pas de nouvelles espèces, mais c'est toujours difficile de pousser une nouvelle espèce sur le marché, bien sûr. Et puis, ça peut présenter des opportunités pour des espèces peu connues. Plutôt des espèces d'eau douce qui sont citées par rapport à l'ensemble de grands témoins et par rapport aux espèces marines. Je vous l'évoquais, il y a eu un blog consommateur réalisé. Donc, le consommateur produit de la mer. Pareil, là, la technologie ne semble pas faire peur une fois qu'elle est présentée. Elle peut être perçue comme présentant des réponses à des questions sensibles. On y retrouve le bien-être animal, on y retrouve l'environnement, la qualité des produits. Mais là, il y a forcément une demande de transparence et de garantie aux consommateurs sur les conditions d'élevage. Ça n'a pas été cité directement l'aspect bien-être à ce moment-là du questionnaire, mais pour autant, ça transparaît en fait dans les préoccupations. Et je pense que si c'était refait aujourd'hui, ça transparaîtrait peut-être encore plus par rapport à ce qui se passe notamment dans les autres filières. Et là, un prix légèrement supérieur dans ces technologies RAS n'est pas, encore une fois, pas impossible, mais attention effectivement entre le déclaratif et les faits derrière. Il y a des craintes, pour le coup, là, sur ce que ça pourrait engendrer en termes de prix supérieur d'un surcoût trop important par cette technologie. Et de nouveau, pas d'espèce qui est citée spécifiquement à ce stade-là par les consommateurs, puisqu'ils ont, ça c'est clairement aussi un bilan classique en produits de la mer, c'est une faible connaissance de l'ensemble des produits aquatiques. L'enquête plus quantitative au niveau des consommateurs sur 1200 répondants. De nouveau, une technologie méconnue qui ne fait pas peur, les avantages environnementaux sont mis en avant. Là encore, un axe fort sur l'aspect qualité du produit, un bon produit, ultra frais, ça peut être un vrai plus. Le bien-être animal qui ressort aussi dans ces questionnaires quantitatifs. Transparence, bonnes conditions d'élevage. Là, ressortait des questionnements sur le sans antibiotiques, etc. C'est des choses qui transparaissent aussi dans les autres filières, donc qui apparaissent de fait dans ces blogs consommateurs et dans ces enquêtes consommateurs. Et le besoin de pédagogie, le besoin de transparence évoqué précédemment ressort là aussi au niveau quantitatif. Et là aussi, c'est plutôt les espèces d'eau douce en fait qui ont été citées et mises en avant par l'enquête consommateur. Toujours la crainte du surcoût qui serait éventuellement qui apparaîtrait sur les produits. Donc, il est assez difficile d'espérer mieux valoriser des produits en race que ceux déjà produits dans les autres systèmes. Alors, sur tous ces questionnements d'acceptabilité, donc quelques points d'attention, je réinsiste sur l'aspect qualité des produits. Alors, certes, bon dans l'assiette avec les questionnements précédents sur l'aspect défaut de goût qui pourrait apparaître, les aspects
garantie, transparence, c'est certes des choses qui apparaissent partout, mais ça s'est remis en avant quand on évoque le système RAS là, auprès des consommateurs, sur l'aspect conditions d'élevage, bien-être animal. Et puis, ce volet transparence, c'est lié aussi à la pédagogie qui sera mise en avant et proposée par les producteurs utilisant la technologie. Un point d'acceptabilité là qui est ressorti aussi de la filière, effectivement, ce sont des outils complémentaires qui ne doivent pas être développés au détriment des structures existantes et du système existant. Donc, toujours des craintes sur le surcoût engendré potentiellement par la technologie et puis la réticence à payer plus cher que par rapport à des produits déjà proposés. L'aspect potentiel de valorisation maintenant, quand on évoque pourquoi pas payer plus cher ou pas, il y a eu une enquête auprès d'opérateurs de la filière qui allait un peu plus loin pour justement estimer le pourcentage de possibilités de plus ou moins cher sur certains produits. Et là, il y a une liste de produits qui était proposée, qui listait les principales espèces qui avaient pu être ressorties précédemment lors des enquêtes, pour envisager quelles espèces mettre en avant, envisager quelle stratégie ou pas de communication, et puis derrière des questions de rentabilité en fonction de ce qui pouvait ressortir à cet endroit-là. Donc là, une enquête plus précise, plus ciblée auprès de certains opérateurs de la filière, en l'occurrence de nouveau des grossistes, la grande distribution, la restauration commerciale, mais là avec des éléments plus détaillés, notamment sur cet aspect consentement à payer. Clairement, les interlocuteurs sollicités ne connaissaient pas le principe du RAS, même précédemment, il leur a été présenté pour qu'ils aient une vision ou pas du système. Là, le système semble peu connu. Le RAS en lui-même, une fois qu'il est présenté, ça ne semble pas être un argument en tant que tel. Ça ne serait pas une motivation à commercialiser certains produits qui pourraient être proposés parce que produits dans des systèmes à RAS. Là, les témoignages aussi évoquent que de toute façon, les consommateurs ne comprennent pas les technologies aquacoles, qui est d'autant plus complexe que celle du RAS. Donc, le consommateur n'en est pas là à se poser des questions sur la technique en elle-même de production. Il a des attendus sur le produit, la manière dont l'élevage est conduit, mais pas sur la technique en lui-même. L'argument fort revient de nouveau sur l'aspect produit français cette fois. Quand on parle de local, il était vraiment produit français, plutôt que l'aspect régional ou géographiquement local. Avec la question de la typicité d'un produit local en race, est-ce qu'on ne va pas standardiser un produit par rapport à un produit local sur lequel on aura mis une typicité? Je vous livre tel que ça a été cité. Le goût du produit, voilà, de nouveau, prérequis incontournable, et la question du bio qui revenait à ce moment-là auprès de ces metteurs en marché. Au global, sur tout ce potentiel de valorisation, il y a, encore une fois, pas d'impact significatif de la technologie RAS sur le prix, semble-t-il. Très rare argumentation négative. Il y a pas, même s'il y a des points d'attention, des questionnements, qualité du produit, bien-être éventuellement, mais peu d'arguments négatifs. C'est quand même très lié, je pense, aussi à la méconnaissance et le fait que les technologies sont peu connues encore. Le plus apporté par les races, ressortent certaines espèces là, dans les listes et les pourcentages de prêts à payer un peu plus, notamment sur des espèces pénuriques qui ont du mal à être trouvées sur le marché. Preuve en est, c'est la crevette fraîche qui serait éventuellement produite grâce à des technologies type RAS. C'est le produit star qui ressortirait avec là un consentement à payer un peu plus sans aucune difficulté par les metteurs en marché. Bien entendu, le besoin et les volumes à estimer, c'est très difficile, mais voilà, ça oriente plutôt vers des petites et moyennes structures de 50 à 500 tonnes en majorité pour des produits entre guillemets locaux ou des productions à proximité de ces metteurs en marché. Donc, plutôt un modèle petit volume, prix élevé avec des produits stars qui sont déjà un peu en pénurie sur le marché parfois. En tous les cas, avec une forte attractivité. Aurélien, juste pour te dire, il reste 2 à 3 minutes. Voilà. Bon, je vais aller vite sur la fin, mais en tous les cas, pour la question des données économiques, vous l'avez vu, Jean a présenté plein de systèmes. Il est difficile d'avoir une approche qui permettrait d'en tirer des éléments sur des dimensionnements, des coûts de production, des coûts opérationnels sur ces structures-là. Il y a des données qui existent, il y a des informations sur différents systèmes qui ont été décrits, qui présentent des informations assez détaillées. On y remarque quand même clairement parfois sur certaines structures, ça a été évoqué, entre ce qui est projeté initialement par rapport à la mise en place d'un système et le coût final, des dépassements budgétaires qui sont loin d'être négligeables entre ce qui est projeté en termes de conception et de réalisation de l'ordre de 15 à 40%. Je reviendrai après rapidement sur l'aspect
énergie par rapport à tout ça. Ce qu'on relève par rapport à des coûts d'investissement, genre de l'ordre du million d'euros pour une centaine de tonnes. C'est un ratio qui ressort régulièrement, mais encore une fois avec différentes variations. Et on se situe dans ces systèmes-là, dans le haut de la courbe là, qui a été présentée hier par Mathieu, dans les quelques références qu'on avait pu recenser. D'autres références intéressantes que je vous invite à consulter, parce que je ne vais pas le détailler le temps qu'il me reste, mais il y a un rapport plus récent là, qui est sorti fin d'année dernière. Je pourrais vous mettre le lien si ça vous intéresse dans la discussion après, qui fait un peu un inventaire des volumes produits par pays. Je suis assez surpris des quelques 3000 tonnes en France, sachant que c'est hors écloserie et c'est vraiment à destination de la consommation. Le fait est qu'il y aurait un recensement d'à peu près 30 000 tonnes en Europe pour des destinations à consommation sur 1,32 million de tonnes en agriculture. Donc, ça reste une petite échelle. C'est la contribution des circuits recirculés. Et la truite arrive en tête, en fait, des espèces produites dans ces systèmes-là, avec d'autres espèces qui ont déjà été évoquées, comme le catfish ou l'anguille. Il y a des éléments dans ce rapport, et le cas du Danemark, qui a été évoqué par Jean tout à l'heure, il y a des éléments dans ce rapport, justement, sur les aspects coûts de production. Là, on y voit en fait les trois types, et c'est ce qu'on évoquait hier, le gradient en fait en fonction des systèmes, notamment au Danemark, où ils sont passés du modèle type 1 et jusqu'à maintenant au modèle type 3 par rapport aux fermes traditionnelles. Il y a des éléments, effectivement, sur les coûts opérationnels et les coûts de production sur ces fermes-là. On voit l'aspect aliment qui reste prépondérant. Petit point sur l'énergie, en fait, qui n'est pas non plus un poste majoritaire par rapport aux questionnements et aux craintes et aux doutes sur cet aspect post-énergie. Le post-aliment reste bien prépondérant. Et on voit un effet, effectivement, à partir du type 3, Jean, tu évoquais, je crois, une personne pour 250 tonnes, et ben, baisse le coût de la main-d'œuvre sur ce poste-là. Donc, à regarder en détail, le rapport est relativement intéressant, même si, encore une fois, c'est du cas particulier. Il y a plusieurs cas particuliers qui sont présentés dans ce rapport. Je terminerai sur des axes de communication par rapport à tout ça. Il y a clairement, dans ce qui ressort de tout ça, une histoire, effectivement, à raconter. Pourquoi pas appuyer par une labellisation qui ne sera pas en l'état une labellisation bio. La technologie en elle-même, non, mais par contre, présenter les choses et l'histoire à raconter, oui, pourquoi pas. Attention à l'utilisation d'origine locale, c'est toujours un peu ambigu, cet aspect géographique, terroir. L'aspect environnement ne suffira pas pour présenter les systèmes et pour mettre en avant les produits issus de ces systèmes. Je reviens sur l'aspect qualité organoleptique. Voilà, c'est un prérequis avec un prix équivalent au produit de référence, et c'est très clair, même si certains seraient prêts à payer plus cher sur certaines espèces très spécifiques. La régularité paraîtrait quand même intéressant, mais on va en faire un produit ce qui avant été un produit saisonnier, on va banaliser avec un produit plus courant en fonction des espèces, encore une fois. Et puis une communication vigilante par rapport au système déjà existant. Et il faut présenter le système, il faut le cibler à la fois vers les pouvoirs publics, pourquoi pas pour faire évoluer le cadre réglementaire, et aussi vers les collectivités où pourraient s'implanter les systèmes afin de ne pas avoir l'effet oui, mais pas chez moi ou pas sur mon territoire. Conclusion de tout ça, vous l'avez vu, on l'a vu, je pense, au cours de ces 2 journées. Techniquement, oui, c'est opérationnel. Il y a des choix à faire, il y a des choix techniques en fonction du cas par cas. Il y a des investissements qui peuvent être conséquents, mais il y a tout un panel technologique qui existe, qui permet de répondre aux contraintes techniques ou aux choix techniques de chacun. Économiquement viable, sans doute, le marché semble prêt à payer, tout du moins prêt à accepter ces produits-là. Techniquement, c'est réaliste. Il y aura un accompagnement nécessaire et des démarches à faciliter. Ça permet d'appliquer à l'existant. Ce n'est pas généralisable, il ne suffit pas que tous les sites passent en circuit recirculé, bien sûr. Socialement acceptable, pas de réticence à ce stade. Encore une fois, c'était du qualitatif, ça mériterait d'être refait régulièrement. Nécessité de communiquer, de la pédagogie par rapport à tout ça, et puis d'anticiper et de co-construire, en tout cas de co-présenter tout ça. Valorisable sur le marché français, sans doute, avec ses aspects production locale, reste la qualité des produits, bien sûr, avec certaines nouvelles espèces et des marchés qui pourraient apparaître sur certaines espèces. J'en terminerai par un point de vigilance. Alors, on est bien d'accord, il n'y a pas de modèle type prédéfini, comme on peut connaître éventuellement dans d'autres filières animales. La question de la formation du personnel, de la qualification du personnel, donc l'accompagnement filière, comme ce qui est fait là au travers de ces 2 journées, par exemple. Le cadre réglementaire à repenser, il va falloir soutenir, il va falloir accompagner. Mais attention aux aspects perception, image. Il y a une étude qui a été menée sur l'acceptabilité de l'élevage au sens large. Les poissons n'étaient pas inclus dans cette étude-là. Mais il y a une controverse, et tout le monde en est conscient maintenant, sur l'acceptabilité de l'élevage. Il y a des questionnements sur les modèles d'élevage. Typiquement, ressortait de ces études-là la question de l'élevage en bâtiment. Dès que vous mettez un bâtiment, dès que vous mettez de l'éclairage artificiel, dès que vous mettez les animaux
dans une structure dite fermée, pour le coup, là, il y a tout de suite une controverse qui apparaît et clairement des groupes de consommateurs qui peuvent se décider, ou tout du moins beaucoup de questionnements qui apparaissent. Donc, une vigilance par rapport à cet aspect acceptabilité et champ de controverse qui pourrait apparaître au travers de ces circuits recirculés qui restent de nouveau relativement mal connus et c'est bien ce qu'a montré cette étude notamment. Voilà rapidement le bilan de tout ça et donc je vous invite à consulter et le rapport et le dernier document de la Commission européenne de fin décembre 2020 qui présente d'autres éléments détaillés.